Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International en français. Tout de suite, vous écoutez l'émission du Courrier des auditeurs. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouveau courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et de Sasa pour vous parler de l'actualité de la radio principalement et aussi répondre à vos questions. Et nous allons peut-être commencer par une première actualité de la radio qui est la diffusion en direct depuis notre antenne de Tanshui de nos émissions en rediffusion. Donc vous devez peut-être être déjà au courant puisque c'est la fin de cette série estivale qu'on a l'habitude maintenant de faire depuis quelques années. Et donc il reste encore une diffusion ce week-end, dont vous avez peut-être entendu déjà une partie de la diffusion où vous êtes sur le point d'entendre aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui ce samedi 31 août, le dimanche 1er septembre et le lundi 2 septembre. Il reste ces 3 émissions et ce sera la fin de nos diffusions. Alors pour vous rappeler, si vous ne les avez pas entendues et que vous voudriez encore les entendre, les fréquences sont 11 995 d'une demi-heure de 17h à 17h30 temps universel, et ensuite on change de fréquence pour la fréquence 9545 de 17h30 à 18h, toujours au temps universel. Et du coup, je salue les nombreuses personnes, il y en a plus de 25 qui nous ont envoyé des rapports d'écoute depuis l'émetteur de Tanshui, dans les conditions parfois pas toujours optimales, mais qui nous ont quand même écrit. En tout cas, merci infiniment, parce que je ne vais pas citer tout le monde, mais il y avait des personnes qui nous ont écrit d'Italie, des Pays-Bas, beaucoup d'Allemagne, des Philippines, de Bulgarie, d'Indonésie, du Luxembourg, de Belgique, de Singapour, etc., de l'île de la Réunion aussi. Voilà, en tout cas, ça fait toujours énormément plaisir d'avoir tous ces rapports d'écoute, et vous recevrez un cadeau, enfin une carte QSL un peu spéciale pour ces rapports d'écoute à partir de l'émetteur de Tanshui. Exactement. Voilà donc pour cette série d'émissions. J'espère que vous aurez pu quand même en profiter et que cela vous aura fait plaisir de pouvoir vous dire que vous étiez connecté directement avec Taïwan. Ouais. En tout cas, nous, ça nous a vraiment fait plaisir de pouvoir encore avoir autant de retours de votre part. Et on espère reconduire peut-être l'expérience encore l'année prochaine. Ah bah oui, on y compte bien. Exactement. Alors, avant peut-être de passer au concours traditionnel, entre guillemets, du mois de septembre et trimestriel, on va rappeler quand même l'activité Jeux Olympiques, parce que c'est encore les Jeux Olympiques avec les Paralympiques actuellement. Oui. Alors, c'est un concours un peu spécial, parce que si vous interagissez avec nous sur les 5 volets de présentation que je vais vous présenter, vous pourrez collectionner 5 marque-pages animaliers de RTI, donc qui sont magnifiques d'ailleurs, donc on vous encourage vraiment. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est nous envoyer des emails ou même par courrier vos réactions sur 5 thématiques, donc les émissions sur l'histoire de la participation de Taïwan aux Jeux Olympiques. Et là, on a une super série présentée par Alex Desmules récemment, donc qu'on vous encourage à écouter. Il y a aussi les émissions de présentation Espoir de médaille taïwanais, les directs depuis Paris sur les compétitions taïwanaises, auxquelles Taïwan a participé, qui étaient couvertes par Clément Tricot, et sur notre page Facebook. La page web Taïwan au JO de Paris sur notre site, et enfin le pavillon de Taïwan à l'Olympiade culturelle. Voilà, donc il suffit de nous envoyer des rapports d'écoute, vos commentaires, ce que vous avez retenu aussi de cette Olympiade taïwanaise, et ce n'est pas encore terminé puisqu'il y a encore les Paralympiques qui ont commencé cette semaine, donc il y aura plein de nouvelles informations toujours sur notre site, toujours sur cette page des JO, donc n'hésitez pas à visiter cette page qui est très alimentée durant toute cette période olympique.
Voilà. Est-ce que tu as encore une activité ou quelque chose à Oui, signaler? on a encore une activité, bien sûr, celle de la Ma Connexion à RTI, l'activité annuelle de la radio, qui est un concours qui demande une participation qui jusqu'au 29 septembre, pardon, concernant en fait votre connexion en tant qu'auditeur à RTI. Donc la connexion à RTI, hein, La le première lien... connexion, c'est Alors, ça? pas forcément la première, c'est D'accord. une connexion, un souvenir, une image que vous avez en tête, avec un souvenir particulier que vous avez. Quel est le lien qui a vraiment été tissé entre vous et RTI depuis que vous écoutez notre radio? Ça peut être depuis 3 semaines, depuis 30 ans pour certains. Il y a tout un tas d'auditeurs dans notre radio et nous voulons donc vous encourager à nous partager, témoigner de votre expérience et d'un moment qui vous a vraiment marqué en lien avec notre radio. En tout cas, je fais une toute petite parenthèse pour dire qu'on a déjà reçu quelques témoignages et qui sont vraiment très, très, très émouvants. Tout à fait. Et donc, il y a quand même quelques règles. Et c'est d'ailleurs pour ça que aussi j'aime bien, il faut bien le rappeler ce concours, parce que la première règle, c'est de ne pas dépasser 200 mots. Parce que il faut savoir que ce genre de concours, quand c'est dans notre langue, hein, les gens partagent en français, ça fait un travail de rédaction et de traduction pour notre service, et donc voilà, donc c'est quand même mieux de faire une limite de 200 mots pour tout le monde, hein. C'est une règle qui est de toute façon générale à la radio, hein, peu importe les services de langue. D'autre part, donc une autre des règles, celle-là on l'avait peut-être pas bien annoncé parce qu'il y a plusieurs témoignages qui ont été faits sans, c'est joindre une photo présentant à côté un objet ou une personne liée à RTI selon vous. Par exemple une carte QSL, un fanion ou un autre type de souvenir de RTI, un animateur, un journaliste ou d'autres personnes de RTI que vous auriez pu rencontrer lors d'événements, hein, c'est déjà arrivé, Donc, ou lors d'un voyage à Taïwan. Il faut aussi qu'il y ait un visuel, c'est ça? Il faut une photo, une image qui représente votre lien à RTI. D'accord. Pas forcément totalement en lien avec l'histoire, mais en tout cas qui est en lien avec RTI. Voilà. Donc ça, c'était une chose que je voulais rappeler. Les images doivent être au format JPEG, PNG ou TIFF avec un format maximum d'1 mégabit, c'est important. Et enfin, vous pouvez aussi y joindre, si vous voulez, soit un fichier sonore audio ou en vidéo. Cela est aussi admis, même si ce n'est pas vraiment ce qui est demandé en imposition. Vous pouvez, si vous le voulez, rajouter ce genre de document. Pour finir, je vais peut-être vous donner une idée de comment un format de témoignage peut se traduire. J'habite à Osaka au Japon, donc donnez votre ville et votre pays, je m'appelle telle personne, j'ai eu ma première connexion à RTI lorsque j'étais écolier. Ma mère était une auditrice fidèle de RTI qui écoute la radio en faisant le ménage. Après son décès, je reste à l'écoute de RTI pour revivre ce souvenir aux côtés de ma mère. Voilà, donc un témoignage, là c'est très court. Mais voilà, tous vos témoignages sont admis, mais n'hésitez pas à multiplier aussi vos témoignages. Il n'y a pas de limite dans le nombre, et donc essayez quand même de tenir les deux contraintes, 200 mots et une image. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir toute la diversité en fait, des témoignages qu'on va recevoir tout à fait. Du monde entier. Et donc maintenant nous allons passer au concours. Surtout qu'il y en a un nouveau, donc on va d'abord commencer par celui qui est encore... Ah oui, par celui qui est encore en vigueur. Oui, c'est vrai, celui on qui est est encore en cours, qui touche à son dernier mois là, puisque c'est le concours trimestriel de juillet à septembre et qui concerne la Cour constitutionnelle. Vous devez peut-être déjà être habitué à cette question. Quels sont les 3 sujets que la Cour constitutionnelle a traités ou traite actuellement, hein. Il peut y avoir aussi eu des nouveaux sujets au cours du mois d'août, peut-être, qui auront lieu peut-être aussi même au mois de septembre, qui sont donc que la Cour constitutionnelle a traité ou traite actuellement à Taïwan. Il y a un bloc-notes pense-bête à gagner pour 4 gagnants, et il est orné d'un message en papier découpé chinois. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais bon, c'est très beau. C'est très délicat, j'aime dire. Tout à fait, voilà. ouais. Alors, je vais continuer avec le concours de septembre, puisqu'on vient d'avoir
une nouvelle, comment dire, la nouvelle ambassadrice de Taïwan à Paris a été nommée et elle va prendre ses fonctions début septembre. Et donc c'est Madame Hao Peizhi. La question, c'est justement quelle est sa formation, son parcours. Et il y aura 4 gagnants qui pourront remporter des tasses pliables. Oui, ça existe, des tasses pliables, vous allez voir. C'est en quelle matière ? C'est en plastique, en silicone. En silicone, ouais. Ouais. Non, c'est pas en céramique. Ça serait un petit peu dur de les plier. Oui. Ouais. Donc je vois quel genre c'est. J'en ai eu aussi. Et cela nous permet aussi de vous rappeler qu'en exclusivité, et en avant-première, on peut dire ça comme ça, nous avons eu l'honneur de pouvoir interviewer et rencontrer l'ambassadrice de Taïwan en France. Et vous avez un format audio et vidéo disponible sur le site et sur notre compte YouTube. Oui. Et donc on passe aux questions des auditeurs auxquelles on va répondre. Et je crois qu'il y a au moins 2 questions qui t'ont passionné, donc je te laisse commencer. Alors la première en fait c'est sur une publication que nous avons faite sur notre compte Facebook. Nous n'hésitez pas à aller sur notre compte Facebook parce que nous avons plein de sujets que nous ne traitons pas forcément dans l'actualité, qui sont parfois un peu plus légers. On parle notamment cette semaine on a parlé du nouvel avion d'Eva Air. Et de sa collaboration avec Sanrio, avec une décoration incroyable d'Hello Kitty pour la 4e fois de l'histoire de cette collaboration. Donc voilà, c'est il y a souvent plus de photos quoi, sur et c'est visuel, on essaie de faire ça de manière visuelle, donc ça me permet aussi de vous rappeler ça. Et donc il y a une question, on a de temps en temps des questions en commentaire de nos publications, et là c'était donc en l'occurrence en lien avec le fait que le gouvernement du comté de Ilan prévoit d'installer des télescopes à haute puissance au parc de la frontière du comté de Ilan et de celui du Nouveau-Taipei au site d'observation de Shipai. Ils aimeraient faire ça d'ici la fin du mois de septembre, permettant de voir l'île japonaise Yonaguni, selon leur dire, située à 111 km de la côte de Ilan, au point le plus proche, par beau temps, bien sûr. Le parc situé au point culminant de la route pays entre la ville de Nouveau-Taipei et le comté de Ilan est connu pour ses vues panoramiques sur la plaine de Lanyang et l'océan Pacifique. Voilà donc on a donné plus d'informations sur notre publication Facebook, mais un auditeur et abonné à notre page Facebook s'est posé une question. Il se demande comment on arrive à avoir une ville située à 111 km malgré la courbure de la Terre. Est-ce que tu connais ce principe ? Est-ce que ça te dit quelque chose déjà, toi Ben oui, c'est vrai que moi, quand tu m'as parlé de cette question, je me suis effectivement demandé si c'est une île qui est assez plate, avec la courbure de la Terre, comment est-ce que ça se fait qu'à 100 km, on puisse quand même bien la voir ? Ou alors si c'est une île sur laquelle il y a une montagne, ça doit être plus facile peut-être. Mais bon, après, j'ai aucune idée... disons est-ce que 100 km c'est beaucoup ou pas par rapport à la courbure de la Terre ou pas, ça c'est... Alors j'ai fait un peu de recherche, j'ai fait des maths et j'ai fait du Google Maps, Google Earth pour avoir un peu plus d'informations sur ces distances. Alors il faut savoir que donc ce point d'observation se trouve à 538 mètres d'altitude, ce qui est déjà très haut. Ah oui, c'est pour ça aussi. Ça peut aider, seulement le point d'horizon, c'est-à-dire le moment où on arrive à vraiment à être au même niveau que le point le plus éloigné, c'est 83 km. Donc c'est largement insuffisant pour voir l'île. Donc il y a anguille sous roche, je ne sais pas. Là, c'est par rapport à mon enquête personnelle. Mais là c'est avec la vue de nos yeux ou c'est aussi avec le télescope ? Peu importe, parce que c'est le point d'horizon. En fait, c'est comme si tu avais, en fait, la Terre, elle est ronde. C'est comme si toi, tu étais placé, en fait, sur un point en bas, en contrebas de la courbe, et que tu devais, au fur et à mesure que tu essaies de le garder plus loin, tu arrives en haut de la courbe, puis après ça se cache derrière. Ou alors ils vont construire déjà sur cet endroit qui est à 500 mètres d'altitude une plateforme justement, de j'ai 200 fait tous les mètres calculs de haut. et j'ai regardé à partir de quelle altitude on pourrait commencer à la voir. Donc déjà, donc il faut savoir, donc le point d'horizon est à 83 km, donc c'est beaucoup plus proche que le premier semblant de terre de Yonaguni. Donc cela semble un peu étrange de vouloir mettre ces hypertélescopes à cet endroit-là, en tout cas pour voir le Japon.
Cela, cependant, il y a beaucoup d'autres points à voir dans la région, hein. Il y a l'île de la Tortue, il y a plein d'autres choses, donc ce ne sera pas totalement vain, hein, de mettre des points d'observation là, sachant qu'on sait qu'il y a beaucoup de photographes et de gens qui s'arrêtent là pour prendre des photos déjà à la base. Donc, par contre, selon mes informations et mon point de liaison entre ce point Chepaille et le premier bout de terre de Yonaguni, il y a exactement 126 km. Ce qui fait que le point de visibilité, c'est-à-dire le point à partir du moment où on peut voir à cette distance, c'est 146 mètres d'altitude. Donc c'est largement au-dessus du niveau de la mer. Hein. C'est pas, donc ce premier point n'est pas visible. Si on voulait voir l'ensemble de l'île, à partir de cet endroit-là, même avec des bons outils, il faudrait être à 1250 mètres d'altitude. Donc même construire quelque chose, il faudrait construire carrément une tour 101 sur ce point-là pour pouvoir voir l'île complète. D'autre part, le calcul depuis le point de vue de Wuyentiao, qui est beaucoup plus près, qui est le point le plus proche depuis Taïwan des îles Yonaguni, est à 108 km seulement. Le point est à une altitude de 364 mètres. Et donc c'est vraiment le point optimal pour pouvoir essayer d'observer. Après, il y a un camp militaire, mais celui-là il n'est pas accessible bien sûr, qui est un peu plus haut, qui pourrait peut-être permettre encore plus de voir l'île, mais cela reste compliqué. Donc il est donc à 108 km de la Terre la plus proche, et il est aussi à 111 km du mont Urabu, qui est le point culminant de l'île Yonaguni, qui se trouve à 146 mètres lui d'altitude, mais plus loin, donc ça va toujours pas les calculs, puisque le point de visibilité est à peut-être qu'on verra peut-être le bout du bout de la montagne, parce que le point de visibilité est à 144 mètres. Bon, en tout cas, c'était une très bonne question alors, parce que il va falloir qu'ils revoient leur plan, ou je sais voilà. pas. Et je me suis dit peut-être que dans l'île, parce que je suis vraiment allé jusqu'au bout de la réflexion, peut-être que en fait ils se sont les photos, parce qu'apparemment je vais en parler après, mais c'est parti d'une légende d'un photographe qui aurait pris les îles japonaises depuis avec un énorme télescope depuis Taïwan. Mais j'ai encore fait quand même une autre recherche avant de reparler de toute cette légende, cette légende de cette histoire d'un touriste qui s'appelle Lee. L'idée, en fait, c'est que je me suis dit peut-être que sur l'île d'après, la plus grosse île qui s'appelle l'île d'Ishigaki, qui est d'ailleurs Yonaguni est rattaché à cette île en termes d'administration, peut-être que son point culminant pourrait être vu, puisque c'est le mont Omoto qui est beaucoup plus haut, puisqu'il est à 525 mètres d'altitude, ce qui pourrait... c'est déjà beaucoup plus haut, sauf que l'île est à 250 km, et donc le point de visibilité est à 2193 mètres, donc impossible à voir. Fin de l'histoire, donc pour moi, selon mes calculs, cela me paraît très compliqué de pouvoir voir Yonaguni depuis Taïwan. Peut-être que j'ai des éléments que je ne connais pas, ou que la courbure sur ce point de la Terre est moins importante qu'en théorie, parce que la Terre n'est pas totalement ronde. Là c'est vraiment un point de courbure théorique sur lequel je me suis basé, et qu'il y a des endroits plus plats que d'autres selon les endroits de la Terre, et c'est peut-être ça qui expliquerait qu'on puisse voir Yonaguni, mais selon les calculs purement théoriques, en tout cas cela ne fonctionne pas. Pour terminer, donc d'où vient en fait cette initiative, c'est qu'un touriste du nom de Lee en visite dans la ville de Su'ao, dans le comté de Ilan, donc au point dont j'ai parlé, le point le plus proche à Wuyentiao, ou qu'on appelle aussi Wuyen Cap, le cap de Wuyen, a photographié l'île japonaise de Yonaguni depuis la route de Suhua en août 2022. Ça a immédiatement suscité un vif débat parmi les internautes. Est-ce qu'il l'a vraiment fait depuis là-bas ? Et peut-être qu'il l'a fait d'un bateau ou autre, peut-être qu'il était bien plus proche que ce qu'on veut nous faire croire. Mais en tout cas, je pense que les internautes ont eu les mêmes réflexes que moi. Hein. Ils ont dû dire, et que notre cher auditeur et abonné David Morel, parce que
En effet, c'est un peu compliqué au niveau des chiffres, cela ne correspond toujours pas. Donc à voir. Voilà, donc il y avait donc c'est sorti de là et les autorités se sont inspirées de ça pour mettre leur point de vue. À savoir que justement au point où il a pris cette photo, il y a déjà les outils pour pouvoir faire de l'observation. Mais comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres choses à observer. Depuis cet endroit-là, ça finit un petit peu ce que j'appelle la baie de Ilan, qui entoure un petit peu l'île de la Tortue, qui commence un peu au-dessus de Ilan et finit vers cette route de Sourois. Donc, à savoir que il y a des points d'observation au cap de Wuyen pour pouvoir voir et observer en tout cas les alentours. En tout cas, ça donne envie d'y essayer de voir Yonaguni, même si en théorie ce n'est pas possible. À moins de truquer la photo, peut-être. Non, je sais pas. Je sais pas. Ça reste un mystère cette histoire. Ok, on peut passer à une autre question. Alors, j'en ai deux qui sont assez différentes. Au choix, une question plutôt sur les retraites ou une question plutôt sur le mouvement des tournesols. Mouvement tournesol. J'opte pour les tournesols, perso. Ok. Alors, c'est une question de Daniel Villon, qui a écouté la saga intéressante des décryptages et émissions sur le mouvement des tournesols. Et donc, la dernière fois, j'ai présenté le témoignage d'étudiants chinois, ce qui est un petit peu particulier quand même. Et elle demandait aussi si la réaction des étudiants taïwanais pendant le mouvement des tournesols a été plus virulente car il s'agissait d'accords économiques avec la Chine et si ça avait été un accord avec un autre pays, est-ce qu'il y aurait eu tout ce ramdam ou pas? Alors je rappelle juste quand même en 2 mots ce que c'est le mouvement des tournesols. C'était il y a 10 ans, en 2014, des étudiants et des militants qui manifestaient devant le Parlement contre un accord sur les services avec la Chine, se sont introduits dans le yuan législatif et l'ont occupé pendant 3 semaines pour protester contre cet accord, qui du coup finalement n'a pas été signé. Et donc pour répondre à la question de Daniel Villon, je peux dire oui, c'est clairement non, enfin d'après mes observations, mais aussi d'après beaucoup de témoignages que j'ai eu sur place et à l'époque, c'est clairement parce que c'était un accord avec la Chine que ça a créé tous ces... Il faut remettre peut-être en contexte à l'époque aussi, parce que personnellement, j'avais suivi plusieurs articles et plusieurs histoires de l'époque par rapport au marché de l'immobilier, par rapport à plein d'autres choses. C'est surtout, je crois que c'est vraiment venu de cette crise de l'immobilier à Taïwan. À la base, puisque en fait, le gouvernement de l'époque avait laissé un petit peu les vannes ouvertes aux investisseurs chinois pour investir partout et faire monter le prix de l'immobilier de manière excessive. Et surtout, les vendeurs et les gens du monde de l'immobilier étaient totalement opaques sur comment ils vendaient. Et ils pouvaient vendre à un Taïwanais 3 fois plus cher qu'à un Chinois. Enfin, il y avait plein d'histoires comme ça. Et c'est là où c'est plus ou moins que le Gov0 est né et que leur premier travail a été de mettre en place un fichier de transparence des prix. Je ne sais pas si tu avais un peu suivi ça, une page de internet qui avait permis de savoir régionalement qui paye quoi à quel moment en anonymisant tout ça, mais c'était vraiment basé sur ça et c'est vraiment sur l'immobilier. Alors ils se sont dit si l'immobilier c'est déjà ouvert comme ça, qu'est-ce que ça va être s'ils s'en ouvrent toute l'économie taïwanaise aux Chinois? Alors, c'était pas vraiment toute l'économie taïwanaise. En l'occurrence, c'était les services, mais le reste de l'économie était déjà très ouvert, on va dire ça comme ça. Notamment parce que le président Ma Ying-jeou, à l'époque, il était vraiment pour un rapprochement de plus en plus rapide avec la Chine. Et justement, le secteur des services, ça comprend des petits commerces, comme les coiffeurs par exemple, ou ça comprend aussi les maisons d'édition. Donc, il y a des aspects politiques, en fait, à l'époque, qui avaient été notés par les Taïwanais, notamment pour les maisons d'édition, tout ce qui est censure, autocensure, si des Chinois rachètent des maisons d'édition taïwanaises, est-ce qu'ils pourront plus publier des livres sur le Tibet, par exemple, ou ce genre de choses. Par exemple, les coiffeurs, s'il y a des coiffeurs chinois qui arrivent à Taïwan, est-ce qu'en discutant avec les clients, ça ne va pas être une source d'espionnage, en fait? Et puis, il y avait aussi le fait que l'ouverture de ces services, donc aux Chinois qui veulent investir dans les services à Taïwan, leur aurait aussi permis, mais ce n'est pas arrivé finalement, de faire venir leur famille.
Donc ça voulait dire aussi un afflux de Chinois assez conséquent. Et les relations entre Taïwan et la Chine sont assez sensibles, comme vous le savez. Donc c'est vraiment parce que c'était un accord de ce type-là avec la Chine que ça a créé toute cette réaction. Et je vais juste donner un petit exemple, même si on ne peut pas comparer de manière similaire, mais il y a les relations entre Taïwan et les États-Unis qui ont aussi créé quelques protestations ces dernières années, notamment les États-Unis ont insisté auprès de plusieurs administrations successives pour que Taïwan importe le porc à la ractopamine, qui est un additif, un médicament qu'on fait ingérer au porc d'élevage aux États-Unis pour obtenir une viande plus protéinée, mais qui est interdite par exemple dans l'Union européenne, en Chine ou en Russie. Et il y a eu des manifestations aussi, il y a eu même un référendum, etc. Finalement, en 2020-2021, ça a été ouvert, malgré aussi l'opposition des éleveurs de porc taïwanais. Mais ça n'a pas créé de mouvement aussi énorme que le mouvement des tournesols à l'époque. Donc je ne sais pas, mais moi je pense que c'est vraiment le facteur chinois qui est très sensible à Taïwan, qui a fait que le mouvement des tournesols a pris cette ampleur-là. Je pense que tous les autres conflits sont vraiment purement économiques, alors que là, il y a aussi un problème d'invasion politique, en fait. Sur tous les domaines, presque, politique, aussi démographique. Il y avait, ça permettait d'ouvrir quand même pas mal de portes. Et, je pense que c'est ça aussi qui a un peu mis les feux aux poudres à l'époque. Faut imaginer qu'à l'époque aussi la Chine avait aussi commençait à un peu avoir des problèmes avec Hong Kong. On n'était pas encore aux manifestations de 2015, mais c'est ça. Les deux sont un petit peu arrivés en même temps. L'arrestation des libraires, etc., sont arrivés quasiment dans l'année qui a suivi le mouvement des tournesols. Et c'était vraiment un peu un virement aussi dans la politique chinoise et sa gestion avec ce qu'on appelle la Grande Chine, la grande région chinoise sinophone. Si on le regarde du point de vue taïwanais, ça va être la région sinophone. Et si on parle du point de vue chinois, c'est la Grande Chine, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'il y a eu tout ça aussi qui est arrivé en même temps. Et c'est quand même le début un petit peu de la fermeture, un petit peu... pas vraiment une fermeture, mais une... le ralentissement on va dire que là où les vraies politiques de Xi ont commencé à être... à se révéler un petit peu. Donc, on n'a plus beaucoup de temps pour la fin de l'émission, donc on va essayer de prendre quand même une question de Jean-Michel Aubier, qui a apparemment entendu sur notre antenne que certains Taïwanais pouvaient prendre leur retraite à 45 ans. Donc, il nous demande s'il y en a beaucoup, qu'est-ce que faisaient ces personnes si elles poussaient des wagonnets au fond de la mine. Alors, je peux répondre assez rapidement parce que à part le personnel militaire qui à Taïwan peut demander la retraite après 20 ans de service, et ils peuvent demander, c'est pas forcément qu'ils l'ont, mais en général les Taïwanais prennent leur retraite quand même plus tard. Donc actuellement c'est 65 ans, mais en juillet il y a eu une décision du gouvernement qui permet à l'employeur et à l'employé de négocier même un report de cette date de départ à la retraite. Donc après 65 ans, si la personne souhaite travailler. Et concernant les mineurs, ils ont des conditions de travail. Ils avaient des conditions de travail très très difficiles. Ils n'avaient pas une retraite très très tôt en fait. Donc et d'ailleurs ils manifestaient encore récemment pour demander des compensations par rapport aux accidents qu'ils ont vécus, aux maladies qu'ils ont, etc. Ouais, donc c'était pas... Je sais pas trop comment il a pu entendre ça, mais en tout cas, voilà. Peut-être que c'était au détour d'une phrase. C'est vrai que 45 ans, c'est assez rare quand même de pouvoir prendre sa retraite à 45 ans à Taïwan. Oui, mais bon, c'était les militaires. Et donc merci à Jean-Michel Aubier pour sa question, pardon. Et nous allons terminer ce courrier pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet. Et ça. Excellente journée à tous. À bientôt.